Alors, officiellement, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur la planète Mars, une planète fascinante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julie Bolduc-Duval. Je suis la directrice du programme à la découverte de l'univers. Ce n'est pas moi qui va présenter aujourd'hui, donc je présente notre conférencière dans une minute. Mais avant de débuter rapidement comment ça fonctionne, je pense que maintenant, pas mal tout le monde est habitué à des formats en ligne, mais on fait des webinaires comme ça depuis près de 10 ans ici. Mais évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la conversation, converser, qui est dans la barre en bas, le chat dans le fond. Alors, c'est là que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous présenter aussi. Merci à ceux qui se présentent ici. Toujours agréable de savoir un peu qui est là avec nous, surtout en ligne quand on ne vous voit pas. Donc, je vous présente à la découverte de l'univers en 2 minutes si vous êtes nouveau et ensuite on y va avec le sujet du jour. Donc, à la découverte de l'univers, dans le fond, c'est un programme où notre but, c'est vraiment de vous aider, les enseignants et les éducateurs au sens large, donc tout le personnel scolaire, les gens qui travaillent aussi peut-être avec des groupes de jeunes dans les centres de sciences, ainsi de suite, en vous fournissant des ressources et des formations en astronomie. Donc, comme j'ai mentionné, on fait ça depuis 2011 quand même, ça fait plusieurs années. On est fait en ligne depuis ce temps-là. Donc, comme pratiquement tout ce qu'on fait, c'est en ligne et c'est gratuit, bien évidemment. On peut rejoindre des gens partout. En fait, on est un programme pan-canadien, mais on rejoint, je pense qu'il y avait quelqu'un de France qui était avec nous. Donc, merci beaucoup là, ça, de nous joindre, même de l'extérieur du pays, du Canada. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que notre impact va plus loin que le Canada ici. C'est un programme qui est offert par les astronomes, astrophysiciens dans le fond au Canada, en particulier l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto, qui a comme adopté le programme en 2016. Moi, je suis basée au Québec et je travaille de près avec eux, et aussi la Société canadienne d'astronomie et le Centre de recherche en astrophysique du Québec. Je vous mentionne rapidement notre prochaine formation. Donc, en fait, des webinaires, comme vous allez voir aujourd'hui, on en a quelques-uns durant l'année. 2020 a été évidemment une année un peu particulière. Au printemps, si vous n'êtes pas au courant, dans le fond, au printemps, on a fait Astro à la maison. Quand les écoles ont fermé, on a décidé d'aider les jeunes directement et on a fait un marathon de 51 épisodes sur l'astronomie pour les jeunes directement. Et maintenant, vous pouvez les réutiliser en classe si vous voulez ou pour vous-même. Donc, sur notre site web, Astro à la maison, ça peut être utile pour vous comme ressource aussi. C'est sur notre site web, vous pouvez y accéder. Et on fait des webinaires comme celui-ci sur différents sujets au cours de l'année. Là, on va commencer à préparer 2021. Mais notre prochaine formation, ce qu'on appelle une formation, c'est sur 3 semaines, évidemment pas à temps plein. On va avoir des capsules vidéo que vous pouvez regarder à votre propre rythme, des heures de bureau où vous pouvez venir me poser des questions. Si ça vous intéresse, celle qui est niveau 1, dans le fond, qui est vraiment adaptée pour fin primaire ou début secondaire au Québec, là, dans les autres provinces, souvent il va y avoir un module sur l'astronomie en 6e année. Donc, c'est un peu là que ça va rejoindre. Mais en fait, on invite tous les gens intéressés à s'inscrire parce que c'est une base sur plusieurs sujets en astronomie qui peut être utile, évidemment, même si vous n'enseignez pas à ces niveaux-là. Donc, ça débute le 9 novembre. C'est sur 3 semaines. Vous aurez du nouveau contenu à chaque semaine que vous pourrez faire selon votre propre horaire. Évidemment, vous devriez savoir notre site web si vous êtes ici, mais si jamais vous avez eu le lien par un autre contact, eh bien, je vous invite à aller voir sur notre site web dans la section formation et vous pouvez vous y inscrire. Je crois qu'il y a déjà plusieurs d'entre vous qui êtes inscrits parce que le nombre d'inscriptions monte très rapidement. Alors, c'est ce que je voulais vous partager rapidement là, sur notre programme. Aujourd'hui, on va parler de Mars et pour vous présenter le webinaire, dans le fond, j'ai demandé à Frédéric Baron de l'Université de Montréal de venir nous présenter ça. Donc, bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Donc, Frédéric est une habituée un peu de la découverte de l'univers. Elle travaille à l'Université de Montréal. Je vais la laisser se présenter un peu plus, mais elle nous avait aidé justement dans Astro à la maison au printemps. Donc, c'est une collaboratrice qu'on apprécie beaucoup. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir, Frédéric. Donc, rapidement, avant de donner la parole, te donner sa parole, si vous avez des questions techniques aussi, n'hésitez pas. Je vais être en arrière-plan dans le chat pour aider. Et évidemment, Frédéric pourra prendre les questions sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, bonne présentation tout le monde et à toi Frédéric. Merci Julie. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Mars. Donc moi je m'appelle Frédéric. Je suis astrophysicienne. J'ai fait toutes mes études à l'Université de Montréal, mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat. Je me suis spécialisée sur la recherche d'exoplanètes, ces planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre Soleil. Mais si j'aime bien les planètes qui
qui sont autour de d'autres étoiles que notre Soleil, bien, j'aime aussi bien les planètes de notre système solaire. Donc, je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir vous parler de Mars. Et si vous avez des questions, comme le disait Julie, si vous avez des questions sur ma présentation, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Je vais y répondre soit au cours de ma présentation ou bien à la fin. Donc, je vais maintenant partager mon écran. Je vais mettre le chat pas très loin, ici, pour vous voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout est beau, Frédéric. Merci, Julie. Super. Donc, on va parler de Mars. Bon, pourquoi parler de Mars? Je pense que c'est une planète qui fascine les petits dès assez jeunes. En Mars, c'est une planète qu'on connaît bien de la science-fiction. Mais il y a plusieurs raisons pour parler de Mars. Bon, d'abord, elle est présentement facilement observable dans le ciel. C'est un point assez brillant qu'on peut observer même juste avec les yeux. C'est une planète qui est similaire à la Terre, qui était surtout similaire à la Terre dans le passé. Et ça, c'est assez fascinant parce que si la vie s'est développée sur la planète Terre, pourquoi ne se serait-elle pas développée sur une autre planète comme la planète Mars? Donc, c'est donc un endroit qui est intéressant pour la recherche de la vie. Et c'est aussi la prochaine étape pour l'exploration spatiale. Donc, la prochaine étape pour l'exploration spatiale, donc ça, c'est une question que j'aime bien poser, moi, quand je rencontre des jeunes, pour leur demander, lever la main, qui veut être astronaute et aller sur Mars. Et il y a quand même beaucoup de courageux. Je veux dire que moi, je ne suis pas une personne aussi courageuse et moi, j'aime bien avoir les deux pieds sur Terre. Hein. Je suis astronome ou astrophysicienne, mais pas astronaute. Ça, c'est quand même une grande différence. Hein. Moi, je suis très, très bien ici sur Terre. Mais d'ici sur Terre, on peut quand même bien voir Mars. Et Mars, on peut la voir, par exemple, d'une nuit à l'autre. Donc, je vais vous montrer des images ici que j'ai développées dans Stellarium avec un logiciel qui s'appelle Stellarium. Et ici, on est le 13 octobre, donc aujourd'hui, vers minuit. Et là, vous pouvez voir Mars si vous regardez vers le sud. Donc, entre le sud-est et le sud, Mars va nous apparaître dans le ciel. À l'œil nu, Mars, c'est un point qui est rougeâtre. Un point petit, légèrement rouge, qui ne scintille pas. C'est la différence entre les planètes et les étoiles. Quand on regarde une étoile avec attention, on a l'impression que le point scintille. L'étoile, elle ne scintille pas pour vrai. L'étoile, c'est une boule de lumière qui nous envoie sa lumière. Mais comme elle est très, très loin, quand la lumière de l'étoile passe dans l'atmosphère de notre Terre, cette lumière-là, elle est déviée. Ça nous donne l'impression que l'étoile scintille. Comme les planètes comme Mars sont beaucoup plus près, il y a plusieurs rayons de lumière qui se rendent jusqu'à nous, et donc les planètes ne scintillent pas. Donc Mars, c'est un point rougeâtre qui scintille. Et on voit dans le ciel qu'on a aussi Aldébaran ici, une étoile qui va être bien brillante, Bételgeuse, une étoile qui est bien brillante aussi. Et là, je vais avancer dans le temps. Et c'est non, je voulais vous montrer les constellations avant. Donc ici, on voyait les lignes des constellations. Donc, Mars, et Mars est tout près de la constellation du Poisson aussi, juste en haut de la Baleine. On a un thème nautique. Et là, je vais avancer dans le temps, et c'est un des grands avantages de Stellarium. Stellarium, c'est un logiciel que vous pouvez installer gratuitement sur votre ordinateur qui permet de simuler le ciel. C'est un logiciel de planétarium, et vous pouvez avancer dans le temps. Donc, je vais avancer au 14 novembre, vers minuit, donc un mois plus tard. On voit encore Bételgeuse, Aldébaran. Vous voyez qu'elles ont changé de position. Et Mars ici, un peu plus au sud-ouest. On continue Bon, ici, voici les constellations. Donc, la constellation du Poisson ici, qui a changé de forme par rapport à Mars. On continue à avancer dans le temps. On arrive au 14 décembre. Mars, toujours ici, vers l'ouest. Et là, Aldébaran, Bételgeuse. On continue à avancer dans le temps. Encore une fois, Mars, Aldébaran et Bételgeuse. On est rendu le 13 février 2021. Et là, ce qu'on voit, c'est que les planètes, par rapport aux étoiles de fond, semblent se déplacer de l'ouest vers l'est, par rapport aux étoiles qu'on a dans le fond. À remarquer aussi, on a vu au départ que Mars, on la voyait plutôt vers le sud, on la voit plutôt vers l'est. On ne verra jamais des planètes vers le nord. Les planètes
se situe toujours plutôt vers le sud. Donc, si vous allez pour une nuit d'observation, c'est toujours vaut mieux toujours regarder vers le sud que vers le nord pour voir des planètes. Ah, et comme Julie nous dit, il va y avoir une formation. Dans la formation du mois de novembre, vous allez apprendre à vous servir de stellarium. C'est vraiment un bel outil pour des planètes, pour les constellations. C'est vraiment un outil que ça vaut la peine d'apprivoiser. Donc ça, c'était le mouvement de Mars d'une nuit à l'autre. On voit donc que Mars va être facilement observable dans les prochains mois, donc à partir d'octobre jusqu'à février, sans problème. Au cours de la nuit, Mars va aussi avoir un déplacement. Donc, ça, c'est ce soir, vers 18h, assez bientôt. Il fait encore trop clair pour pouvoir voir Mars. Donc, on va continuer à avancer dans le temps. Ce soir, vers 19h, donc vous voyez que Mars se lève vers l'est. Et je vais continuer à avancer dans le temps. On voit Saturne et Jupiter aussi très brillantes vers le sud. On avance dans le temps. Et là, on voit qu'il est maintenant 20h. La planète est un peu plus haute dans le ciel. 22h, la planète est maintenant rendue plus haute vers le sud-est. Là, on continue à avancer dans le temps. Vers minuit, avec Bételgeuse et Aldébaran, la planète est un peu plus sud-est-sud. On continue à avancer dans le temps, vers 2h du matin, la planète est plutôt vers le sud. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le mouvement de la planète dans une nuit, ça fait le même mouvement que le Soleil. Les planètes se lèvent vers l'est et apparaissent se coucher vers l'ouest, comme le Soleil. Donc, dans une nuit donnée, la position de la planète va changer. Donc, ça, c'est les mouvements de la planète Mars. Et comme je disais, Stellarium, c'est un logiciel de planétarium qui permet de montrer le ciel n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez l'utiliser dans un navigateur web ou vous pouvez aussi le télécharger. Moi, c'est un outil dont je me sers assez souvent, là. Avec Stellarium, vous pouvez aussi regarder les phases de la Lune. Vous pouvez savoir quelle planète va être visible quand. C'est vraiment un bel outil. Vous pouvez changer les constellations aussi pour voir non seulement les constellations occidentales qu'on connaît, mais des constellations inues, par exemple. Donc, c'est un bel outil pour explorer le ciel. Mais aujourd'hui, on parle de Mars. Et pourquoi on parle de Mars aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. Aujourd'hui, c'est l'opposition de Mars. Ça veut dire que Mars, la Terre et le Soleil sont en opposition, sont parfaitement alignés l'une avec l'autre. Donc, l'étoile, le Soleil et les deux planètes, la Terre et Mars. Donc, ils forment une ligne parfaite. C'est un phénomène qui se produit à peu près à toutes les années et demie. Donc, vous voyez que la dernière opposition a lieu en juillet 2018 et la prochaine opposition va être en décembre 2022. C'est vraiment le meilleur moment pour observer Mars, l'opposition. Bon, ça ne se produit pas si souvent que ça, quand même relativement souvent, mais pas si souvent que ça, parce que c'est une question de rythme de rotation, c'est une question de période de révolution autour de l'étoile. Donc, voici des images que j'ai créées. Vous voyez, le logiciel que j'ai utilisé pour faire ça, vous pouvez le trouver dans le bas, ici, de la présentation. Et vous aurez éventuellement le lien vers les diapositives du PowerPoint. Donc, vous pourrez vous-même aller jouer avec ce logiciel-là. Et là, ce qu'on voit dans le centre, c'est le Soleil. Et on voit ensuite les 4 planètes rocheuses. Donc, on a Mercure, ensuite on a Vénus, la Terre et puis Mars. Et vous pouvez mettre le temps. Donc, ici, on est en juin 2020. Et on voit les planètes effectuer leur orbite, leur période de révolution autour du Soleil. Et donc, ici, on a la Terre et on a Mars. Et le moment de position, c'est ce moment où le Soleil, la Terre et Mars vont être parfaitement alignés. Et ça se produit aujourd'hui, donc le 13 octobre 2020, ce qui est très bientôt, donc maintenant. Voilà, ça c'était l'opposition. L'opposition, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que ce que vous voyez ici, ce qu'on sait, c'est que les orbites des planètes autour du Soleil sont pas tout à fait circulaires, sont presque circulaires. Donc, voici, encore une fois, le Soleil, l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. L'orbite de Mars est un peu plus longue que l'orbite de la Terre parce que Mars est un petit peu plus loin du Soleil que la Terre. Et ce qu'on voit ici à l'opposition, je dis l'opposition, c'était le 13 mars. Donc, le 13 octobre pour la planète Mars. Donc, on a le Soleil, la Terre et Mars.
On peut penser que l'opposition, ça correspond au moment où Mars et la Terre sont le plus près. Mais étant donné que les orbites sont légèrement elliptiques, en fait, le moment où Mars et la Terre étaient le plus près, c'était le 6 octobre dernier. Donc, il y a vraiment à peine quelques jours, mais c'était le moment où... Ah oui, c'est une très bonne question. Je vois que Julie demande est-ce le meilleur moment pour le départ d'une mission vers Mars? Ben oui, en effet, tout à fait. Quand les planètes sont le plus près, donc vers l'opposition, ou comme le 6 octobre ici, c'est le meilleur moment pour envoyer une mission vers Mars. Et on voit que le 6 octobre dernier, la distance entre la planète Terre et la planète Mars était très petite, en soit seulement 62 millions de kilomètres. En fait, cette distance-là va être encore plus petite le 11 septembre 2035 et était encore plus petite à la dernière opposition en juillet 2018 avec seulement 57 millions de kilomètres. Donc, l'opposition, c'est en effet le meilleur moment pour partir, pour faire le départ d'une mission vers Mars. C'est aussi le meilleur moment pour regarder Mars. Parce que plus on s'approche de l'opposition, plus Mars va nous sembler grande dans le ciel. Plus la taille apparente de Mars va augmenter. Donc, vous voyez ici des images de Mars entre le 29 mars jusqu'au 6 octobre. On voit une augmentation dans la taille apparente dans le ciel, ce qu'on appelle la taille angulaire, là, donc la taille dans le ciel. Et comme on le sait, le 6 octobre, c'est le moment où la Terre et Mars seront le plus près, à une distance de seulement 62 millions de kilomètres. En fait, Mars va nous apparaître un peu plus brillante pendant l'opposition. C'est juste une question de géométrie, là, parce que pendant l'opposition, Mars est complètement éclairé par le Soleil. Bon, taille apparente dans le ciel, on dit que Mars va être vraiment grosse. Hein. Vous voyez cette image-là qu'on voit qu'on a l'impression que Mars va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de place dans le ciel. Mais bon, il faut faire attention. Ici, on voit Mars grossir, mais on la voit grossir avec un télescope. On va d'ailleurs observer le déplacement de Mars et puis sa brillance dans un télescope. C'est un beau projet d'observation. Et il y a quelque chose qu'on voit passer souvent sur Internet près des oppositions. On voit souvent passer cette affirmation que lors de l'opposition, Mars va être aussi grosse que la Lune. Est-ce que c'est possible que Mars soit aussi grosse que la Lune? En fait, c'est un canular qui a émergé vers le début des années 2000. Il y a quelqu'un dans un courriel qui a dit que Mars allait être aussi grosse, qui a parlé de la Lune. Et là, c'est parti. Mars sera aussi grosse que la Lune. Et je vous dis, on voit ça apparaître souvent là, dans les médias sociaux, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment un canular. Je veux dire, même si on oublie les distances et qu'on parle seulement de taille, ici, vous avez la comparaison de taille de Mars, ici, Mars, de Mercure et de la Lune. Donc, vous voyez que Mars est plus grosse que la Lune. La différence entre la Lune et Mars, c'est que Mars, elle est à 62 millions de kilomètres. Mars, elle est très loin quand même. Et comme Mars, elle est très loin, dans le ciel, elle n'apparaîtra jamais très, très grande. On la compare plus à une étoile qu'à la Lune. En fait, bon, ça, c'était pour l'opposition de 2016, mais ça nous donne quand même une idée. Vous avez la taille apparente de Mars qui grandit dans le ciel plus on approche de l'opposition. Et puis, vous avez la Lune ici à l'échelle. On voit que Mars, elle est plus petite. En fait, même au moment où le Mars est le plus proche et le plus grand dans le ciel, Mars va quand même apparaître 100 fois plus petite en diamètre que la Lune. Donc, Mars aussi grosse que la Lune, c'est pas possible. C'est pas possible. Les oppositions, c'est vraiment un bon moment pour observer Mars à l'œil nu, mais aussi avec un télescope. Donc ici, je vais vous montrer plusieurs jolies images de Mars qui ont été prises à des oppositions différentes par le télescope spatial Hubble. Donc voici une image qui a été prise en 2001. On voit des nuages passer sur la planète. On voit aussi des calottes polaires qui sont constituées principalement de glace sèche, de glace carbonique. Voici une image qui a été prise en 2003. On voit ici le mont Olympe. Encore une fois, la calotte de glace polaire. Ici, on voit une partie différente de Mars, parce qu'il ne faut pas oublier que Mars tourne sur elle-même pendant que nous aussi, on tourne sur nous-mêmes, donc on ne voit pas toujours la même face. C'est pas comme la Lune.
Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit vraiment des petites calottes polaires. Donc, c'est possiblement une saison différente, parce qu'on va voir que sur Mars, bien, il y a des saisons, comme sur la Terre. Donc, on est possiblement plus en été ici. Voici une image qui a été prise en 2007 de notre fameuse planète, c'est la planète rouge, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la planète Mars. Bon, moi, elle ne m'apparaît pas particulièrement rouge. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle m'apparaît plutôt orange. En fait, orangée. En fait, elle a la couleur de fer rouillé. Donc, à la surface de Mars, il y a beaucoup de fer oxydé. Et c'est vraiment la couleur qu'on voit. Même quand on regarde Mars à l'œil nu et qu'on voit cette teinte rougeâtre-là, ça provient du fer rouillé à la surface de Mars. Voici une image qui a été prise par le télescope spatial Hubble en 2016, où on voit, encore une fois, des structures qui sont différentes. Et j'aime bien cette image-là qui a été prise par Hubble en 2017. Donc, on voit ici des nuages qui évoluent à la surface de Mars. Puis, on voit aussi Phobos, une des lunes de Mars. Mars a 2 lunes, des lunes petites, plus petites que notre lune, des lunes pas très rondes, vraiment pas très rondes, mais 2 lunes autour de Mars, Phobos et Deimos. J'en viens maintenant à la description en tant que telle de la planète Mars. Donc, si on compare Mars avec la Terre, on voit tout de suite que Mars est plus petite. Elle est plus petite que la Terre. Elle a un diamètre qui est à peu près la moitié de celui de la Terre, ce qui fait donc que sa gravité à la surface va être aussi plus petite. On a une gravité ici qui est environ 40 fois la gravité de 40% en fait de la gravité de la Terre. Une gravité qui est plus petite. C'est un détail qui est souvent mal compris ou plutôt oublié dans les films de science-fiction où on voit les gens se déplacer sur Mars comme s'ils marchaient sur la Terre, mais en fait la gravité serait plus petite. Mars, comme la Terre, a aussi tourne sur elle-même, donc cette rotation correspond à la durée d'une journée sur Mars. Donc, une journée martienne dure 24 heures, 40 minutes selon notre jour solaire sur la Terre. Alors, nous, c'est 24 heures. Et Mars est aussi incliné. Et cette inclinaison-là, une inclinaison de 25 degrés, c'est ce qui cause les saisons. On peut donc avoir des étés et des hivers sur Mars, tout comme il y a sur la Terre. Mars est un petit peu plus loin aussi que la Terre par rapport au Soleil. Donc, une année sur la planète Mars dure un petit peu plus longtemps que sur la planète Terre. Donc, ici, on a des années qui durent 687 jours terrestres. En fait, un jour sur Mars, on appelle ça un sol. Ça a son propre nom. Et c'est quand on commence à penser à ça qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses sur la Terre aussi qui ont des noms avec Terre. On atterrit. On ne peut pas atterrir sur Mars. Il y a Terre que... Donc, on a vraiment du vocabulaire différent auquel il faut penser quand on pense à Mars. Je trouve ça assez fascinant. Donc, avec une année de 687 jours sur Mars, bien, les saisons sont un petit peu plus longues parce que ça prend un petit peu plus de temps à Mars pour faire le tour du Soleil. Alors, la température moyenne sur Terre, c'est une température d'à peu près 14 degrés Celsius. Sur Mars, comme la planète est plus loin du Soleil que la Terre, bien, la température moyenne est plus basse, plutôt autour de moins 63 degrés Celsius. N'empêche, Mars peut atteindre des températures maximales autour de 30 degrés Celsius à l'équateur pendant l'été. 30 degrés Celsius, c'est quand même chaud, là. Donc, c'est en haut du point de congélation. Donc, ça pourrait permettre à ce qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de Mars. Mais évidemment, le point inverse, hein, le minimum sur Mars, c'est quand même froid, à moins 140 degrés Celsius. Ça, c'est pas mal froid. Même si, évidemment, sur Terre, on peut quand même avoir des températures de moins 88 degrés Celsius. Puis, il y a quand même de la vie sur Terre. Donc, pour la recherche de vie, la température, c'est pas tant un problème. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'atmosphère sur Mars n'est pas respirable. Si la température vous intéresse, il y a une mission sur Mars présentement qui s'appelle InSight. Il y a une sonde sur Mars qui mesure la température minimum et maximum. Donc, une station météo là, qui peut nous donner la température sur Mars. Ils font ça à chaque jour. Je trouve ça assez fascinant là, de voir les températures sur Mars. Donc, on voit que le 30,
septembre dernier, on a eu un maximum de moins 20 degrés Celsius et un minimum de moins 97 degrés Celsius. C'est quand même frais. Donc, c'est quelque chose à regarder, là. Puis je vous ai mis le lien, évidemment, ici, tout en bas, pour que vous puissiez vous-même aller voir la météo. L'atmosphère de Mars est moins dense que l'atmosphère de la Terre, donc à peu près 100 fois moins dense. C'est une atmosphère aussi qui est composée de molécules différentes. Donc, si l'atmosphère sur la Terre a beaucoup d'azote ou d'hydrogène, l'atmosphère sur Mars est composée principalement de dioxyde de carbone. C'est à 96 %. On pense que dans le passé, l'atmosphère de Mars était beaucoup plus épaisse. Mais comme la gravité sur Mars est 100 fois est plus petite, est seulement 38 % de la gravité sur Terre, et qu'il n'y a pas de champ magnétique, on pense que c'est ce qui a fait qu'avec le temps, l'atmosphère de la planète s'est dissipée. Et maintenant, on a très, très, très peu d'atmosphère sur Mars. C'est vraiment le contraire de Vénus, par exemple, qui a une atmosphère très, très, très épaisse. Donc, il y fait très, très chaud. Même s'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, il y a quand même, par exemple, des nuages sur Mars. Donc, voici des nuages martiens. C'est une image qui a été prise par l'astromobile Curiosity l'année passée, le 12 mai 2019. Et on y voit des nuages passer dans la haute atmosphère de Mars à une altitude d'une trentaine de kilomètres. Et ça, ces nuages-là sont assez hauts, qui sont éclairés par le soleil, même si c'est la nuit. C'est vraiment tout un spectacle qu'on voit là. Donc, il y a des nuages, mais il y a aussi des nuages de poussière, des tempêtes de poussière sur Mars. Donc, ici, vous avez une comparaison de la vue de Mars à gauche, ici, ma souris, ici, à gauche, en mai 2018, où là, on voit, bon, il y a certains nuages, mais on voit quand même certaines structures à la surface de Mars. Et vous voyez que peu de temps après, quelques mois plus tard, en juillet 2018, là, la surface de la planète est couverte par les nuages de poussière. Donc, ces tempêtes de poussière-là peuvent durer des mois. Et ces tempêtes de poussière sont typiquement plus fortes pendant l'été, le printemps, et ce sont les tempêtes de poussière les plus fortes du système solaire. Il peut même neiger sur Mars, hein, donc on a vraiment toutes les sortes de météo. Une chose à noter, par exemple, comme la gravité est beaucoup moins forte, moi, quand j'ai tendance à passer à tempête de poussière, j'ai tendance à penser que je suis comme il y a beaucoup de bruit, qu'il y a plein de poussière qui m'attaque, c'est très violent. Mais comme la pression est moins forte, en fait, c'est pas si violent que ça, là. Moins de pression, moins de gravité. Donc, c'est pas un phénomène très violent, mais c'est quand même un phénomène qu'on peut voir à l'échelle de la planète. C'est quand même impressionnant. Et ça m'amène à la surface de Mars. Parce que maintenant, on a des astromobiles, c'est les fameux petits rovers. J'ai une question de Julie. Est-ce que c'est de la neige d'eau qui tombe? C'est une bonne question, mais c'est principalement de la neige de gaz carbonique, étant donné que c'est la structure majeure de l'atmosphère. Donc ça, il y a de la neige de gaz carbonique. On imagine qu'elle est toute petite, cette neige-là, beaucoup, beaucoup plus fine que la neige qu'on peut voir ici. Il y a quand même un petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc on pourrait sûrement avoir un petit peu de neige d'eau, mais ce ne serait pas la molécule la plus présente dans la neige. Donc maintenant, on est capable d'avoir une idée de ce à quoi la... Est-ce que vous voyez encore? On va dire que oui. Bien, on voit, c'est la surface de Mars, mais on ne voit rien, là, c'est noir. OK, c'est correct. Mon écran a comme flashé, mais tout va bien. Donc, la surface de Mars, maintenant on sait à quoi elle ressemble, mais on ne savait pas à quoi elle ressemblait dans le passé. En fait, la première carte de Mars a été publiée en 1877 par un Italien, un astronome italien qui s'appelait Giovanni Schiaparelli, qui a, à l'aide de télescope, fait cette première carte de Mars. Et là, on peut voir les plus grandes structures à la surface de la planète. Et là, c'est à l'origine c'est vraiment à l'origine de la science-fiction d'aujourd'hui, parce que vous voyez comme ces chemins ici qui
qu'il dessine à la surface, dans ses écrits en italien, il les appelle les canali, qui ont été traduits ensuite en anglais par l'équivalent de canal. Mais un canal, c'est typiquement quelque chose qui a été créé par de la vie, par des humains qui ont creusé pour faire passer des bateaux. Et dans la traduction de ce mot, la traduction à l'époque, le mot d'origine qui avait été utilisé par l'astronome ici ne voulait pas dire ayant été construit par des hommes, mais voulait plutôt dire chemin naturel. Mais dans la traduction en anglais, ça a vraiment été amené comme étant quelque chose qui aurait été créé par de la vie. Et c'est de là que part vraiment l'idée des petits bonhommes verts sur Mars. Et plus tard, en fait, ça a été montré que ces fameux canaux, c'était en fait une illusion d'optique liée vraiment à l'optique, donc aux lentilles de la lunette. Donc ici, c'est à cause d'une illusion d'optique créée vraiment par le télescope même. On a créé toute la mythologie autour de la vie des petits bonhommes verts là, sur Mars. C'est assez fascinant. Mais maintenant, on sait que la surface de Mars, en fait, c'est une surface qui est très désertique. Ça pourrait ressembler à des déserts sur Terre. On les appelle parfois des déserts gelés, parce qu'il fait quand même assez froid sur Mars, avec une température moyenne de 63 degrés. En fait, même quand on filme des films de science-fiction sur la Terre, on choisit des déserts là, pour représenter cette surface d'apparence sans vie de Mars. Une chose que je trouve fascinante, c'est que ces images-là ont été prises par l'astromobile Curiosity, qui lui, ne voit pas les couleurs. Donc, une image brute de Curiosity, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Et donc, les panoramas qu'on voit de Mars ont été corrigés pour nous donner l'impression qu'on les voit à midi sur la Terre. Donc, ça rend le parallèle avec les déserts sur Terre encore plus grands. Et en observant la surface comme ça de Mars, des fois, on a des surprises. Comme voyez-vous ici, il y a un petit tourbillon là, de poussière qui a été capturé par Curiosity l'année passée. Donc, on a même comme des petites tornades comme ça sur Mars. C'est vraiment une surface intéressante, la surface de Mars. Il y a beaucoup de détails qu'on connaît maintenant à la surface de la planète. Par exemple, ici, vous voyez cette grande ligne, comme une grande cicatrice à la surface de Mars. C'est le Valles Marineris. C'est un système assez vaste de canyons qui sont à proximité de l'équateur. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2000 km de long et ont une profondeur jusqu'à 8 km de profond. Donc, c'est vraiment très gros là, sur Mars. Et dans cette image-ci, vous voyez aussi 3 volcans. Un ici, un deuxième là, et un troisième. Ce sont des volcans qui peuvent avoir entre 14 et 18 km de haut. En fait, en parlant de volcans, la palme du plus haut sommet dans le système solaire revient au mont Olympe sur Mars, qui est un volcan qui culmine à plus de 21 km. Pour se donner une idée, le mont Everest sur Terre culmine, lui, à un peu moins de 9 km. Donc, on est 3 fois plus haut. C'est assez impressionnant, là. En fait, sur Mars, il y a à peu près une vingtaine de volcans qui ont un nom. Et on pense que présentement, ces volcans ne sont plus actifs présentement, mais ils ont quand même eu un effet très marqué sur le paysage martien. Comme par exemple, vous avez ici une carte de Mars où on voit l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ici, en code de couleur, c'est l'altitude. C'est une carte topographique où plus c'est pâle, plus c'est haut. Donc ici, on a notre mont Olympe avec les 3 petits volcans qu'on avait à côté. Donc ici, on est très haut. Et au contraire, plus c'est foncé, plus c'est bas. Sur la Terre, quand on mesure des hauteurs de montagne, on se fie au niveau de la mer. Bon, ici, il n'y a pas de mer. Il n'y a pas d'eau vraiment liquide à la surface de Mars. Bon, on va y arriver. Mais il n'y a pas de mer. Donc, on a quand même décidé d'une certaine altitude, qui est l'altitude qu'on va nommer le niveau 0, puis on mesure par rapport à ça. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'hémisphère nord, c'est très plat. Il y a très, très peu de structure. Alors que l'hémisphère sud, lui, est plein de relief. Et une des hypothèses, c'est que l'hémisphère nord,
dans le fond, il aurait été couvert par des écoulements de lave qui ont vraiment aplati le territoire il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, pas si longtemps que ça en termes astronomiques, ça fait quand même longtemps là, par rapport à nos espérances de vie. Si vous voulez explorer vous-même la surface de Mars, vous pouvez le faire. Ces images-là ont été faites avec Google Mars, parce qu'on a Google Earth, dont on peut servir pour explorer notre planète, mais on peut aussi se promener avec Google Mars. Donc, vous pouvez simplement taper www.google.com/Mars et vous pouvez aller explorer la surface de Mars. C'est assez intéressant de pouvoir voir les différents cratères ou les différents volcans. Il y a une autre ressource que vous pouvez aussi utiliser qui s'appelle Mars Trek. Donc, trek.nasa.gov. Encore une fois, ces liens-là vont être dans la présentation. Ce qui est intéressant avec Mars Trek, c'est que vous pouvez le mettre en format carte, comme ça, ou comme on fait avec la carte de la Terre, mais vous pouvez aussi le mettre en format globe martien, hein? Pas globe terrestre, mais globe martien. Et vous pouvez vous promener pour aller voir différentes structures, aller voir le mont Olympe, par exemple, aller voir l'endroit où Curiosity a été déposé, le trajet que Curiosity a fait. Et vous pouvez même voir, ici, ça c'est le trajet qui a été fait dans le film Seul sur Mars, où le personnage principal se promène quand même beaucoup là, sur la planète. Donc, vous pouvez aller voir le trajet qu'il fait, virtuellement, en fait, qu'il fait dans la science-fiction, là, mais qui a été transposé ici sur la planète. Et vous pouvez vous promener avec des images qui ont été prises par différentes sondes ou différents astromobiles. C'est assez intéressant. Alors, on peut voler jusqu'à un endroit. C'est vraiment intéressant à explorer. Là. C'est très bien fait par la NASA. Bon, là, de l'eau sur Mars. J'en ai parlé déjà un petit peu, mais est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? La réponse, c'est oui. Évidemment, par eau, l'eau, elle a 3 formes. Ça peut être de la glace, ça peut être de la vapeur, elle peut aussi être liquide. Souvent, quand on parle d'eau, on a tendance à parler d'eau liquide parce qu'on ne précisera jamais hein, est-ce que tu veux un verre d'eau liquide ou un verre d'eau de glace. Un verre d'eau, c'est de l'eau liquide. Mais en astronomie, c'est assez important de pouvoir différencier sur quel état on a notre matière. Donc, de l'eau sur Mars, mais on sait qu'il y en a au pôle, sous forme de glace. C'est beaucoup de la glace carbonique, de la glace sèche, mais il y a aussi de la glace d'eau, de la glace de H2O. Sous forme de vapeur, on sait qu'il y en a aussi un petit peu dans l'atmosphère. Il y a une petite quantité d'eau dans l'atmosphère, pas beaucoup. Et sous forme liquide, ça c'est la grande question. Il n'y en a pas en grande quantité. Donc, on n'a pas des océans sur Mars parce que la pression atmosphérique, elle est trop faible. Ça ne nous empêche pas d'en chercher de l'eau sur Mars, parce que qui dit eau pourrait dire vie. Sur la Terre, les formes de vie qu'on connaît ont besoin d'eau pour vivre. Donc, trouver de l'eau, c'est déjà un bon signe pour trouver de la vie. Trouver de la vie sur Mars, ça serait assez captivant. Une première... quelque chose qui est beaucoup étudié présentement pour peut-être trouver de l'eau sur Mars, ce sont ces fameuses stries qu'on peut voir ici, des stries foncées qui apparaissent et qui disparaissent à la surface de Mars selon les saisons. Donc, on les voit particulièrement l'été, ces fameuses stries-là qui vont apparaître dans l'été. Ça ressemble à comme s'il y avait un écoulement. Si on pense à la surface de la Terre, qu'on voit ce genre de choses-là se passer, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui coule. Donc, en 2015, dans cette région-là, on a détecté des sels, des perchlorates, qui indiquent que ça pourrait être en fait de l'écoulement d'eau salée. Ce qui est quand même assez excitant, parce que c'est de l'eau salée, mais pour la recherche de vie, c'est déjà très intéressant. Malheureusement, en 2017, il y a des nouvelles données qui ont montré qu'on ne détectait pas d'eau dans cette région-là. Parce que s'il y a de l'eau qui coule, il faut qu'il y ait quelque part un réservoir d'eau pour que l'eau arrive de quelque part. Donc, on aurait pensé trouver un réservoir d'eau. Donc, c'est des images qui avaient été prises par une sonde en orbite autour de la planète, mais on ne trouve pas d'eau. Donc, les hypothèses pour ces stries-là, ça peut être soit de la déliquescence. Donc, ça veut dire qu'il y a certains corps qui ont la propriété de se liquéfier quand ils absorbent de l'humidité, donc la fameuse vapeur d'eau.
Donc, c'est peut-être c'est certains corps qui vont juste se liquéfier, ou bien ça peut être des écoulements, mais des écoulements secs, qui ne correspondent pas à de l'eau. Donc, de la poussière qui tombe, qui roule. Donc, c'est pas encore clair. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que c'est pas de l'eau. C'est triste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'eau ailleurs sur Mars. En fait, peut-être que c'est le sur qui est le problème. Peut-être qu'il faudrait plus regarder sous Mars. Est-ce qu'il y a de l'eau sous la surface de Mars? Et ça regarde assez bien. En fait, il y a une première étude qui a été publiée en 2018, c'est vraiment tout récent, qui montrait qu'il y avait un lac sous la surface, près du pôle sud, à 1,5 km sous la surface. Et là, on parlait d'un lac d'à peu près 20 km. Tout récemment, le 28 septembre cette année, il y a une autre étude qui a confirmé cette découverte, qui précisait que le lac ne mesurait pas 20 km, mais plutôt 30 km, et qui a trouvé 3 autres petits lacs à la même profondeur. On aurait ici de l'eau liquide salée qui contiendrait nos fameux perchlorates, donc salés avec du calcium et du magnésium. Bon, le problème avec cette découverte-là, c'est que pour pouvoir la confirmer, il faudrait creuser. Il faudrait creuser 1,5 km sur la surface. Et creuser aussi profondément que ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué, même sur la Terre. Donc, on n'est vraiment pas rendu à pouvoir vraiment excaver à cette profondeur-là pour pouvoir aller prendre un échantillon de l'eau sous la planète. Donc, ça rend la confirmation plus compliquée, mais ça regarde quand même assez bien. Ça nous pose des questions aussi parce que l'eau ici serait liquide, donc ça signifie qu'il y aurait eu de l'activité volcanique il n'y a pas si longtemps que ça pour qu'il y ait une certaine chaleur encore, ou bien qu'il y ait de l'activité volcanique présentement. Et ça, on ne sait pas s'il y en a. On a tendance à dire qu'il n'y en aurait peut-être pas, mais peut-être qu'il y en a plus profondément sous la planète, mais on ne le sait pas. Donc, il y a encore beaucoup de mystères sous Mars. Donc, Mars a évolué pour se rendre à ce désert glacé qu'elle est maintenant. En fait, on pense qu'il y a longtemps, vraiment à la naissance de la planète, on fait l'hypothèse qu'il y avait beaucoup d'eau liquide à la surface. Et que donc l'atmosphère était plus épaisse, la température était plus chaude et on avait de l'eau liquide. Et qu'avec le temps, comme la gravité est très faible, qu'il n'y a pas de champ magnétique, l'atmosphère s'est évaporée et l'eau aussi a quitté la planète. Et maintenant, on a ce désert glacé qu'on a maintenant. Bon, on pense qu'on a des hypothèses. On ne le sait pas parce qu'il y a 4 milliards d'années, personne n'était là. Il n'y a personne qui a pu rester pendant 4 milliards d'années à côté de la planète pour la regarder évoluer. Donc, il y a encore beaucoup de questions à faire de ce côté-là géologique historique de la planète. Donc, comme on a beaucoup de questions sur Mars, c'est sûr que c'est une cible de choix pour l'exploration de la planète. Donc, je mets ici, c'est un tableau. C'est sûr qu'un tableau, c'est jamais la chose la plus intéressante. Mais ça a l'avantage de nous montrer toutes les missions qui ont été créées dans le but de passer près de Mars, d'atterrir sur Mars, d'être en orbite autour de Mars. Donc, toutes les missions martiennes, si on veut. Et ça commence au début des années 60. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le numéro de la mission, la date de lancement, donc 1960 pour le premier, le nom de la mission, le pays d'où la mission origine, et son résultat. Donc, failure pour échec ou bien success pour réussite. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs. C'est très difficile, l'exploration spatiale. Et c'était difficile dans le passé, mais ça l'est encore maintenant. Donc, dans les premières missions, au début des années 60, on voit très peu de réussite. En fait, la seule réussite, c'est Mariner 4, qui a retourné seulement 21 images. C'était les premières images de Mars, mais c'est quand même pas beaucoup d'images, 21. On continue à avancer. Bon, là, vous voyez que les pays, c'est beaucoup l'URSS, donc la Russie maintenant, les États-Unis. On a beaucoup de missions de type flyby. Donc, ici, c'est vraiment une mission de survol où notre sonde va passer à côté de la planète et quand elle passe à côté de la planète, elle prend des photos. Et puis c'est tout. Les Mariner, donc, ont fait quand même plusieurs missions, ont récolté plusieurs images des États-Unis.
On s'en arrive dans les années 70. On a encore des réussites, des échecs, des moitiés-moitiés entre échecs et réussites. On commence à avoir des landers, donc vraiment des astromobiles, là, donc des missions qui vont atterrir sur Mars. Les missions Viking, par exemple, les 2 Vikings, c'est des missions assez importantes. La mission Viking 2, on parlait de 21 images pour la première mission. Ici, on est à 16 000 images, donc une mission très, très importante. C'est elle qui nous a permis de voir que la couleur du ciel de Mars, en fait, elle est plutôt rosée, pas le bleuté qu'on a ici sur Terre. En 1996, vous voyez ici cette mission des États-Unis, le Mars Pathfinder. C'est la première fois qu'on atterrit sur Mars avec le premier petit robot qui va aller se promener sur Mars. Une mission ici du Japon, donc c'est assez rare, c'est qu'on a des missions qui ne sont pas des États-Unis ou de la Russie, mais il y en a quelques-unes. Malheureusement, c'était un échec. Après, on s'en arrive au Mars Odyssey 2001, lancé en 2001, qui fonctionne encore. En fait, il y a assez de carburant pour continuer à fonctionner jusqu'en 2025. Donc, il y a des missions qui sont des succès et qui sont des succès pendant longtemps, ce qui est rassurant quand même. En 2003, on a le lancement de Spirit et de Opportunity, qui sont 2 astromobiles qui se sont promenés à la surface de Mars. Opportunity a cessé de fonctionner en 2018, donc quand même pendant plusieurs années. Ensuite, on a le Mars Reconnaissance Orbiter, qui lui a été lancé en 2005, qui est toujours au travail. C'est vraiment la mission qui a permis d'acquérir le plus de données sur Mars, et de loin. Et on a déjà vu beaucoup d'images de cette sonde-là dans la présentation d'aujourd'hui. Et après, on continue 2013. Et vous voyez, même si on est assez récent, il y a encore des échecs. Par exemple, la mission ExoMars, qui est une mission en collaboration avec l'ESA puis la Russie, a été moitié réussite, moitié échec. Dans cette mission-là, on avait un orbiteur qui a bien fonctionné, mais il y avait aussi un astromobile qui devait atterrir sur la planète, et ça n'a pas fonctionné. Et la dernière mission, c'est la mission InSight, c'est la station météo qu'il y a maintenant sur la planète Mars. Donc, l'exploration de Mars, c'est pas facile. Et encore maintenant, c'est pas facile. Même si c'est déjà plusieurs années plus tard, 50 ans plus tard, c'est encore quelque chose qui demande beaucoup d'ingéniosité. On a plusieurs types de missions différentes. Il y a des missions d'abord de type survol, donc c'est les fameux flyby où là, notre sonde va passer près de la planète sans ralentir, juste en passant, on va prendre ses images. On a des missions de type orbiteur, où là, notre sonde va se mettre en orbite autour de la planète, il peut rester en orbite pendant plusieurs années, comme le Mars Reconnaissance Orbiter. Et puis, on a des missions de type atterrisseur. Et là, on va avoir 2 sous-types. D'abord, les fixes, comme par exemple la station InSight, qui est un atterrisseur fixe, ou bien les fameux astromobiles, les rovers en anglais. Moi, je trouve astromobile très mignon, donc je l'utilise autant que je peux. Donc, comme les astromobiles Spirit et Opportunity. Les astromobiles ont beaucoup évolué depuis le premier, qui est en bas ici, ça c'est Pathfinder de 1997, donc il était assez petit, hein, c'était vraiment un tout petit robot. Et puis ici, vous avez Spirit et Opportunity qui ont été lancés toutes les deux en 2003, qui sont un peu plus gros. Et puis vous arrivez à l'astromobile Curiosity, qui a été lancé en 2012. Et quand la NASA décrit la taille de Curiosity, il le compare à un SUV. Donc, on est vraiment un robot qui est assez gros. C'est pas petit là, que Curiosity. On a plusieurs missions qui sont actives présentement sur Mars. Donc, on a les missions, beaucoup de missions qui sont de la NASA, en fait, comme InSight, comme Curiosity. En fait, la plupart de ces missions-là sont de la NASA, sauf ExoMars, qui est un orbiteur. Mars Express de l'ESA aussi. Puis, il y a aussi une mission de l'Inde qui est le Mars Orbiter Mission. J'aime bien parce que son acronyme, ça fait MOM. Je trouve ça assez comique.
Donc, on a quand même plusieurs missions qui sont en orbite autour de Mars ou sur Mars. Ce sont des missions qui peuvent durer quand même assez longtemps. Donc, quand on réussit à s'y rendre, ça vaut la peine. Donc, présentement, sur Mars, il y a un seul rover qui est actif. C'est Curiosity, donc qui est là depuis 2012. Donc, on le voit ici, c'est de nous faire un égo-portrait, le fameux selfie de Curiosity. Bon, c'est un égo-portrait, mais il faut imaginer que Curiosity a aussi un bras, comme il a son propre selfie stick. Puis pour qu'on puisse... il a été ôté de l'image, là, donc il y a plusieurs images qui ont été mises ensemble pour pouvoir créer cette image composite de Curiosity. Curiosity est sur Mars depuis 2012. Et bon, non seulement il nous prend des belles images, mais c'est vraiment un véritable laboratoire ambulant. Dans son dos, il y a vraiment plein d'instruments qui lui permettent de faire, par exemple, un petit peu de spectroscopie, de voir c'est quoi la composition des roches qui l'entourent, pour prendre des échantillons. Donc, c'est vraiment tout un laboratoire là, qu'il a sur lui. Là. Curiosity a aussi des passe-temps. Parce que même si on a un robot, on a quand même le droit d'avoir des passe-temps. Donc, il est astronome amateur. Voici une image que Curiosity a prise de la Terre, tout en haut, et puis de Vénus. Je trouve ça toujours intéressant de voir la perspective qu'on peut avoir sur une autre planète. Donc, Mars nous semble petite, puis nous, on a l'impression d'être gros. Mais quand on est sur Mars, on se rend compte que la Terre aussi, elle est petite. C'est une belle perspective à avoir là, sur notre propre planète. Et même Curiosity là, prend du temps pour ça. Curiosity est encore active, c'est encore une mission active. Curiosity va encore faire plusieurs découvertes, mais déjà, on a des découvertes super intéressantes. Par exemple, Curiosity est capable de mesurer la quantité de méthane sur la planète. Il ne peut pas nous dire avec précision d'où vient le méthane, mais il peut mesurer le méthane puis voir s'il y a une augmentation ou une diminution. Et ce qui est très intéressant, c'est que Curiosity a mesuré des variations dans la quantité de méthane. Des augmentations et des diminutions. La première fois, c'était sur l'ordre de quelques mois. Puis tout récemment, Curiosity a vu une variation dans la quantité de méthane dans l'ordre d'une semaine, ce qui est très rapide. Donc, il y a quelque chose, quelque part, qui crée du méthane. Donc, qu'est-ce qui émet ce méthane? Ça, c'est la grande question. Sur la Terre, on connaît beaucoup le méthane parce qu'il y en a beaucoup qui sont créés par la vie, par les bactéries, par exemple, qui vont produire du méthane. Mais ça peut aussi être une source géologique, une réaction avec de l'eau et des roches qui pourraient nous créer du méthane. Donc, c'est ça la grande question. Est-ce que ce méthane-là est biologique ou est-ce qu'il est géologique? On est toujours dans l'optique où on cherche la vie là, sur Mars. Puis souvent, le méthane est associé à la vie, mais aussi, il peut être associé à autre chose. Donc, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une variation. Et bon, comme je disais, Curiosity n'a pas la capacité de nous dire d'où provient la variation de méthane. Mais il peut nous dire qu'il y en a une. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Une autre découverte de Curiosity, c'est les molécules organiques. Curiosity a découvert qu'il y avait sur Mars des molécules qui sont composées principalement de carbone, par exemple. Puis le carbone, c'est souvent associé à la vie. Donc, des molécules qui sont composées de carbone ou d'hydrogène ou d'oxygène. Et ces molécules-là, ces molécules organiques, ce sont les morceaux de base pour la vie, vraiment les premières pièces de casse-tête. Encore une fois, la question, c'est est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est géologique? Puis on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est des grandes questions, c'est des belles questions. Bon, c'est tellement des grandes et des belles questions qu'on veut continuer à observer Mars. Une mission à venir, c'est une mission de l'ESA, c'est ExoMars 2. J'en avais déjà brièvement parlé. La première phase a été lancée en 2016 avec un orbiteur pour étudier l'atmosphère de Mars et un atterrisseur aussi pour tester de nouvelles technologies. L'atterrisseur a été un échec, mais il y a déjà une deuxième phase qui est en branle pour lancer un astromobile qui devrait être sur Mars en 2022 si tout va bien. Donc, c'est à suivre. Et parlant de mission à venir, la mission qui est à venir très bientôt, c'est Mars 2020. Mars 2020, en fait, c'est déjà lancé. On a déjà lancé de la Terre vers Mars un rover. Dans le fond, on va avoir bientôt sur Mars un nouveau rover
Et là, c'est assez intéressant parce que vous pouvez suivre sur le site de la NASA la position là, de la sonde qui est partie du Soleil puis qui s'en va directement vers Mars. Et l'arrivée prévue est en février 2021. Et là, comme on disait, l'opposition, c'est le meilleur moment pour lancer ce genre de planète-là, de ce genre de sonde-là. Donc ici, la Terre et Mars ont été lancés, pas tout à fait en opposition, un petit peu avant. Et ensuite, voici la position de Mars quand la sonde va arriver sur la planète et la position de la Terre. Donc, vous voyez que c'était plus efficace de faire un lancement ici plutôt que là, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans la même direction. Donc, vous pouvez suivre vraiment jour par jour, minute par minute, la position de cette nouvelle mission là, de Mars 2020 sur le site de la NASA. Cette mission va atterrir dans ce cratère-ci, qui est le cratère Jezero. Et là, le but, c'est vraiment la suite de Curiosity. Le but, c'est toujours de trouver de la vie. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'astrobiologie. Et ce qu'on veut faire, on a choisi ce site-là particulier parce qu'on pense que c'est un ancien lac. Et là, vous voyez ici, il y a l'air d'avoir, ça serait comme l'affluent qui nous aurait amené l'eau vers ce lac-là. Et ici, on a la sortie de notre lac. Donc, on a l'air d'avoir un système d'un lac qui serait séché maintenant. Il n'y a plus d'eau là, mais vraiment, ça a l'air d'être vraiment un lac séché. Et même si on zoome un petit peu plus sur cette section-ci, on voit vraiment des beaux deltas, comme on pourrait s'attendre vraiment dans un lac ou dans une mer, en fait, plutôt dans une mer. Donc, pour la prochaine mission, le prochain astromobile, mars 2020, va atterrir dans cette région-ci pour aller peut-être y trouver de la vie, parce que ça serait un endroit où il y aurait pu y avoir beaucoup de vie dans le passé. Donc, on cherche autant de la vie maintenant, mais on cherche aussi comme des fossiles de vie qui auraient été présentes dans le passé. Bon, atterrir, c'est pas simple, en faire atterrir quelque chose comme Curiosity. Je vous ai dit que Curiosity a la taille d'un SUV. Donc, faire atterrir quelque chose que la taille d'un SUV sans rien briser sur Mars, ça demande quand même beaucoup d'ingéniosité. La NASA appelle cette chose-là un sky crane. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à traduire, mais j'ai appelé ça comme un genre de parachute. Vous voyez les cordes, mais un parachute avec ses propres réacteurs. Donc, il peut lui-même contrôler la descente pour que ce soit trop rapide. Puis là, on va aller poser en douceur ce SUV-là à la surface d'une autre planète. C'est vraiment toute une prouesse d'ingénierie. Et dans cette mission 2020-là, on va avoir l'astromobile qui est Persévérance. Et Persévérance va être accompagnée du premier hélicoptère qui va voler sur une autre planète. C'est Ingenuity. Donc, Ingenuity, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Ingenuity, c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. On veut montrer qu'on est capable d'aller faire voler ce genre d'hélicoptère sur d'autres planètes. Et Ingenuity, son objectif, c'est de déplacer autour de Persévérance plus rapidement pour pouvoir aller voir les endroits qui pourraient être intéressants à explorer avant qu'on envoie Persévérance se rendre sur l'endroit en question. Bon, et Persévérance, c'est la suite de Curiosity, mais on peut déjà commencer à penser à la suite de Persévérance. Donc, Persévérance, c'est comme Curiosity. Il y a aussi tout son laboratoire sur son dos. Et ce qu'il va faire, il va prendre des échantillons, il va les analyser dans le but de trouver la vie, mais il va aussi prendre des échantillons. Oui, prendre des échantillons, comme ça. Enfin, il peut faire des trous, il peut aller chercher son échantillon. Il peut ensuite encapsuler son échantillon de roche, laisser les échantillons de roche pour que la prochaine mission soit capable d'aller prendre les échantillons de roche, les renvoyer dans l'espace et puis les renvoyer sur la Terre pour qu'on puisse ensuite les analyser. Là, on parle d'une mission qui serait plutôt vers 2034, donc c'est pas tout de suite, mais pouvoir avoir des échantillons de sol martien sur Terre, ça serait vraiment intéressant dans le but de pouvoir les analyser avec tous les laboratoires qu'on a sur Terre, pas seulement les laboratoires sur le dos d'un astromobile, qui peut-être d'y trouver
des choses surprenantes, comme de la vie peut-être. Bon, en attendant, si vous voulez envoyer votre nom sur Mars, sachez que vous pouvez le faire. Donc, il y a déjà, pour la prochaine mission qui va être envoyée par la NASA sur Mars, vous pouvez envoyer votre nom. Ils l'ont fait pour Persévérance. Il y a 10,9 millions de noms qui ont volé à l'intérieur de Persévérance pour se rendre sur Mars. Donc, ils ont déjà vraiment plusieurs réservations. On est à combien de réservations ici? 3 millions de réservations pour le prochain vol. Mais si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez faire participer aussi les étudiants dans votre classe pour qu'ils envoient leur nom sur Mars lors de la prochaine mission de la NASA. Bon, Mars, évidemment, ça fascine vraiment tout le monde. Tout le monde a déjà entendu parler de Mars ou de voyager sur Mars ou d'aller vivre sur Mars ou de Martiens. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la science-fiction. Donc, il y a un film dont j'ai déjà parlé un petit peu dans la présentation ici. C'est le film The Martian en anglais ou Seul sur Mars, qui est sorti en 2015. C'est un film avec Matt Damon. C'est quand même une grosse production qui a été fait en collaboration avec la NASA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit bien l'esprit scientifique, où on pose une question, on fait une hypothèse, puis on essaie de résoudre des problèmes. On y représente assez bien la surface de la planète, donc la surface très désertique. Donc ça, c'est très intéressant à voir. On parle même de tempêtes de sable, hein, puis on a vu que des tempêtes de sable sur Mars, c'est possible. Mais comme je disais, les tempêtes de sable, souvent, sont un peu exagérées, et c'est le cas ici dans ce film-là, parce que l'atmosphère étant moins dense, on n'aurait pas des vents aussi violents, on ne pourrait pas être percuté par des objets, c'est quelque chose qui se passe dans le film assez au début. Donc, je ne vous vole pas trop de punch, là, mais le film commence un peu comme ça, là, où on a une grosse tempête de sable, et là, il y a un des astronautes qui est percuté par des objets, puis bon, ça pourrait pas se produire parce que l'atmosphère n'est pas assez dense pour créer des vents aussi forts. Mais ça reste tout de même un film qui est assez agréable à regarder puis qui représente quand même bien la réalité de Mars. C'est dans ce film-là où on fait pousser des patates sur Mars. Je pense que ça, c'est resté dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Puis oui, ça serait possible de faire pousser des plantes sur Mars. Évidemment, il faudrait s'isoler dans un genre de serre. Il faudrait bien fertiliser le sol. Mais ça serait tout à fait possible. Il y a une autre série qui est sur Netflix présentement. Alors, je dépasse un petit peu, mais j'ai presque fini. Donc, merci. Si vous voulez, si vous devez quitter, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez rester avec moi, sachez que j'ai presque fini. Donc, c'est une série de Netflix qui, en anglais, s'appelle Away. En français, c'est Loin. Et dans cette série-là, on a une femme qui quitte sa famille pour partir avec une équipe internationale d'astronautes vers Mars. Et en allant vers Mars, se déroule vraiment comme deux histoires en même temps. Il y a d'abord un drame qui se produit sur Terre avec sa famille, puis il y a aussi le trajet sur Mars. Bon, je vais vous dire ici, j'ai seulement vu le premier épisode, mais c'est intéressant de voir les complexités qui peuvent être liées avec l'exploration sur Mars, que les complexités liées avec l'exploration sur Mars ne sont pas seulement liées aux complexités technologiques, mais il y a aussi des complexités qui sont psychologiques. Et c'est quelque chose qui a été bien abordé dans le podcast. Donc, la troisième chose dont je vais vous parler ici, donc ça, c'est un podcast audio en anglais seulement, qui s'appelle The Habitat. Et on décrit une expérience qui a été faite, c'est une expérience en fait qui a été faite à plusieurs endroits, entre autres sur le Mauna Loa, sur la grande île d'Hawaï, où ils ont mis un certain nombre de personnes ensemble, je pense qu'ils sont 6 ici, dans une bulle qui serait l'équivalente d'une base sur Mars, pendant 6 mois, en leur faisant faire le même genre d'exercice qu'ils feraient sur Mars. Donc, quand ils sortent à l'extérieur, ils doivent tous s'habiller en astronaute, puis faire une mission, ils vont chercher un échantillon de roche, quelque chose comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que même si on n'a pas de difficultés techniques par rapport à l'oxygène, par rapport à l'eau, par rapport à la nourriture, une grande difficulté, c'est le côté psychologique. D'être pris avec les mêmes gens pendant 6 mois. Bon, on est rendus tous maintenant des champions de l'isolation, donc c'est peut-être différent, mais c'est quand même un peu négligé là, quand on pense à l'exploration de Mars par les humains.
si vous avez encore des questions sur Mars, je vous invite à aller voir des vidéos qui ont été faites pour Astro à la maison, avec la découverte de l'univers pendant vraiment le confinement au printemps dernier. D'abord, il y a une capsule qui a été faite avec Maxime Pivin-Lapointe du Planétarium, qui utilise là, le Mars Trek, où on se promène à la surface de Mars. Et vraiment, il l'utilise très, très, très bien. Donc, si c'est une ressource que vous avez envie d'utiliser, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo-là sur la page YouTube de la découverte de l'univers. Et si vous voulez en savoir plus sur l'exploration de Mars en tant que telle, il y a aussi une capsule de Astro à la maison avec Farah Alibé, qui est une Québécoise qui travaille maintenant pour la NASA, qui est ingénieure de mission pour Mars 2020. C'est aussi assez intéressant à aller regarder, donc je vous encourage à faire ça. Et là-dessus, je vais juste résumer brièvement. Donc, Mars, c'est la planète voisine de la Terre, notre 4e planète, une planète rocheuse, plus petite que la Terre, qu'on peut très bien voir présentement à l'œil nu, très intéressante à observer avec un télescope. C'est intéressant aussi de voir son mouvement pendant la nuit ou d'une nuit après l'autre, de voir comment il se déplace dans le ciel. Mars, c'est aussi un endroit qui est captivant, un endroit désertique, un endroit avec quand même un petit peu d'atmosphère, des nuages, des tempêtes de sable, où il fait quand même froid, mais il peut faire quand même jusqu'à 30 degrés Celsius. C'est assez surprenant. C'est un endroit aussi où on cherche la vie, parce que trouver de la vie sur Mars, ça veut dire qu'il n'y a pas de la vie seulement sur la Terre. Ça serait une grande découverte de se rendre compte qu'on n'est pas unique dans notre univers. Et on cherche, on explore Mars avec beaucoup de missions différentes, beaucoup des missions de la NASA, mais aussi des missions de d'autres pays, dans le but de trouver la vie, puis de découvrir cette planète-là plus en détail. Et puis, sur ce, je vais prendre vos questions. Merci beaucoup. Je suis bien revenue. Est-ce que tu me vois, Frédéric? Oui, je te vois. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Frédéric. C'est très intéressant, là, beaucoup d'informations. C'est tellement une planète fascinante, justement, Mars. Les jeunes ont beaucoup de questions, donc j'imagine que ça va fournir beaucoup de contenu aux enseignants, là, justement, s'ils veulent réutiliser. Comme vous l'avez vu, je l'ai mentionné dans le chat, oui, vous allez avoir accès au PowerPoint, ça va vous aider. Je vais envoyer le lien vers l'enregistrement aussi. Donc, il y avait quelques questions. Donc, Frédéric, je ne sais pas si tu veux les prendre, là, tu les vois qui arrivent. Puis en passant, moi, je suis juste curieuse. Hein, j'ai bien vu, j'avais beaucoup aimé le film Seul sur Mars, c'est un des classiques que j'adore. Je n'ai pas encore écouté Loin ou Away. Donc, si vous avez vu ces films, ces séries-là, ça vous tente de donner vos commentaires. Là, je suis curieuse, je suis preneuse. Justement, si vous voulez les mettre dans la conversation. Mais Frédéric, vas-y avec les questions. Ou si vous en avez d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres de science-fiction en livre ou en vidéo. Là. Donc, si vous avez votre préféré, en fait, moi aussi, je serais curieuse de savoir s'il y en a un qui vous fait particulièrement rêver. Là. Est-ce que, Frédéric, je te lise les questions? Ça serait plus facile? OK, vas-y. Bien, dans le fond, il y avait une question le plus technique. Là, si le Mars Reconnaissance Orbiter a aussi détecté du méthane dans ses images? Je ne sais pas, Alain. C'est une bonne question. J'ai fouillé rapidement en arrière. Oui. J'ai rien vu directement. Il y avait ExoMars, ça, la mission de l'Europe, qui avait un Trace Gas Orbiter qui était vraiment l'envoyé pour étudier plus le méthane, mais je ne connais pas de Mars Reconnaissance Orbiter. Question rapide aussi, est-ce qu'on trouve de l'oxygène libre sur Mars? Je ne sais pas si tu connais la réponse par cœur, sinon je l'ai fouillé. Bien, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on a déjà 96% que c'est du CO2. Donc, ça va être des traces. Là. Il y a de la vapeur d'eau, donc on imagine qu'il y a un petit peu d'O2, parce que H2O, mais c'est des traces. Je ne saurais pas dire en quantité. Oui, c'est exactement. Là. Il y a un petit peu de O2, je pense, mais vraiment au niveau de traces. Prochaine question, on y va rapidement. Là. Malgré les défis que représente l'envoi d'humains sur Mars, est-il vrai de dire que les progrès découvertes faits seront sans commune mesure avec ce que peuvent faire des robots? C'est des grandes questions, parce que c'est sûr qu'envoyer un humain sur Mars qui peut nous dire ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il entend, c'est déjà très, très différent là, d'un robot, c'est sûr. Ça peut prendre des décisions, un humain. Moi, je trouve vraiment intéressant l'idée de ramener des roches, là, comme on voyait tantôt, là, où on voyait les échantillons là, de persévérance là, qui reviennent vers nous, puis on a tous nos laboratoires ici. Mais c'est sûr qu'explorer quelque chose à distance, c'est pas comme y aller. Donc, ça va être vraiment intéressant quand on va envoyer des humains là-bas. Mais il faut bien faire ça, hein, parce que
Si on veut explorer une planète puis on veut la conserver comme elle est, il faut faire ça de façon intelligente. Puis surtout, si on y cherche la vie, il faut faire attention parce que nous, on est plein de vie. Moi, je vis, là, mais sur moi, il y a aussi plein de vie. Dans mes intestins, il y a plein de vie, mais cette vie-là, je ne veux pas après qu'on la retrouve. Donc, si on cherche la vie, il faut faire aussi très, très attention à la façon de faire ça, là. Effectivement. Donc, ceux qui sont encore en ligne, on peut rester encore 2 minutes. Bien, si vous avez des questions, là, on peut rester quelques minutes de plus. Je sais que certains d'entre vous doivent quitter. Alain disait que Loin, c'était une très bonne série, que ça tient beaucoup compte de la problématique psychologique. C'est ce que ça me semblait aussi, là. C'est ce que j'ai entendu aussi. Donc, c'est sur ma liste de choses à écouter. Effectivement, il y a un commentaire ici qu'il y a 3 sondes qui arrivent sur Mars, dans le fond, qui sont en chemin vers Mars. Et ce que j'aimais, c'est que c'était 3 sondes de 3 pays différents, si je me souviens bien. Il y a l'Arabie Saoudite, non, les Émirats Arabes Unis pour la première fois. C'est quoi l'autre, non? Excusez, j'ai un blanc. La NASA et... C'est pas l'ESA, ça c'est 2022. Ah, Chine. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est plus varié qu'en 1970, où là, c'était vraiment que les États-Unis et la Russie. Puis là, on a un effort qui est plus général. Puis bon, évidemment, ça serait encore plus intéressant si c'était toute une grande collaboration. Mais il reste que, c'est chacun son travail aussi de faire de la science. Chaque pays peut avoir des intérêts différents. Donc, c'est encore plus intéressant si on a des instruments qui sont différents, qui nous permettent d'apprendre des choses différentes là, sur cette belle planète. Donc, ça, Euromars, c'est 2022. Jean-Pierre. Merci beaucoup. Il nous manquait ce petit détail, mais on ne se souvient pas. Il y a tellement de détails à se souvenir. Des fois, on en échappe un peu. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir pris le temps de préparer, de présenter ce webinaire sur Mars. C'est tellement une planète justement fascinante. Puis je trouve c'est intéressant d'avoir les informations à jour, hein, parce que même moi, là, je me rends compte que j'ai suivi un petit peu le dossier, mais c'est toi qui as fait la recherche et il y a tellement d'informations, ça change rapidement. Donc, je pense que pour les enseignants, c'est pratique d'avoir tout ça à jour, clé en main, dans le fond, dans le PowerPoint aussi, là, pour pouvoir enseigner ou parler des dernières missions et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant. La plupart des images que j'ai montrées ont été prises dans les 2, 3, 4 dernières années. C'est des choses qu'on ne connaissait pas, là. Ça, c'est captivant. C'est notre voisine. Elle est tout près, là. Mais on ne savait pas ça. Effectivement. Donc, je vous dis merci à vous aussi. Là. Encore une fois, je vous laisse 30 secondes là, si vous voulez écrire. Et puis, je vois les commentaires. Merci beaucoup, effectivement. On a d'autres activités, hein, donc ça me fait vraiment plaisir si vous voulez continuer nos activités aussi à la découverte de l'univers. Là. On va avoir d'autres formations, d'autres webinaires à venir. Il y a du contenu sur notre site web, vous pouvez aller fouiller. Puis Frédéric, là, je suis en train de penser à l'IREX, mais veux-tu dire 2 mots rapidement de ce que tu fais aussi, comme on travaille avec un institut de recherche sur les exoplanètes? Vous avez des belles activités en ligne aussi. Moi, je travaille aussi à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal, où je fais de la vulgarisation scientifique. Puis une de nos activités qu'on fait présentement, c'est pour les plus petits, là. Mais on a fait la petite école de l'espace pour les 3 à 6 ans. Donc, si vous avez des tout petits chez vous, que vous connaissez des tout petits, on a fait 2 fois des heures du conte que vous pouvez trouver sur la page YouTube de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et où on parle d'astronomie, mais vraiment, vraiment pour les tout petits. Et on va en avoir un autre en décembre à thème chocolat chaud. Excellent. Moi, je suis une fan de la petite école de l'espace avec ma fille. Donc, voilà, je la recommande fortement aussi. Il y a plein de belles ressources qui se font maintenant en ligne, entre autres, là, avec la COVID. Donc, ne manquez pas ça, de différents instituts. Donc, merci à tous. Marie-Ève, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Merci à tous. J'étais contente de vous avoir ici. Puis, même si vous avez des questions sur la présentation, là, vous pouvez contacter Julie ou me contacter. Julie va trouver moyen de me contacter. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre, là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Donc, l'enregistrement va s'en venir probablement demain. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et au revoir.